Avez-vous déjà imaginé ce qui se cache dans les recoins les plus sombres de notre univers? Êtes-vous prêt à affronter les secrets les plus terrifiants et les plus inexplicables du cosmos? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons à travers les mystères les plus profonds de l'univers. Des trous noirs qui dévorent tout sur leur passage, aux étoiles mourantes qui explosent en supernovas dévastatrices, en passant par les planètes étranges, aux conditions infernales et aux signaux cosmiques inexpliqués qui nous parviennent des confins de l'espace. Préparez-vous à plonger dans un monde où les lois de la physique sont poussées à leurs limites, où la réalité dépasse la fiction et où chaque découverte soulève autant de questions qu'elle apporte de réponses. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! L'univers serait né il y a 13,8 milliards d'années, le Big Bang. On parle souvent d'univers observable, mais on sait qu'il ne s'arrête pas aux limites de notre observation. On y trouve des planètes, des étoiles, des trous noirs, des astéroïdes, des comètes et bien d'autres objets célestes. Tous ces corps se structurent en galaxies, puis en amas et même en superamas. On étudie ce qui se passe plus loin que notre système solaire, au-delà de Neptune. On y trouve d'autres planètes, les exoplanètes. On y découvre de nouveaux corps stellaires, certains que l'on identifie et que l'on explique facilement, d'autres qui restent encore mystérieux. Si tu demandes aux gens autour de toi ce qui leur paraît mystérieux dans l'univers, beaucoup te répondront les trous noirs. Comment sait-on qu'ils existent alors que nous ne pouvons pas les voir? Les astronomes connaissent leur existence en raison de l'effet qu'ils exercent sur les objets qui s'en approchent un peu trop. Les trous noirs engloutissent tout, même la lumière. C'est bien pour cela qu'on ne les voit pas. Nous savons qu'ils apparaissent lorsqu'une étoile géante manque d'énergie. Elle implose et son centre s'effondre sous son propre poids, ce qui provoque une explosion appelée supernova. Elle est alors réduite en une bille très compacte, caractérisée par une très grande masse dans un tout petit espace. C'est la singularité. La gravité d'un trou noir est si forte qu'elle attire tout ce qui se passe à côté de lui. Le trou noir peut même avaler des étoiles. Rien n'est assez rapide pour lui échapper, pas même la lumière. La zone autour du trou noir dans laquelle les corps sont attirés est appelée ergosphère. Il existe 3 sortes de trous noirs. Les trous noirs stellaires les plus communs, dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle du Soleil. Les trous noirs supermassifs, dont la masse est au moins 1 million de fois plus importante que celle du Soleil. Ils se trouvent au centre des galaxies. Leur présence provoque parfois l'apparition de jets et du rayonnement X. On ne sait pas vraiment comment ils se forment. Sagittaire à étoile, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, est un trou noir supermassif qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. D'autres sont encore plus énormes. Les trous noirs intermédiaires qui, comme leur nom l'indique, se situent entre les 2 catégories précédentes. Leur masse est comprise entre 100 et 10 000 masses solaires. Ils n'ont été découverts que dans les années 2000. À ce stade de notre voyage, faisons une petite escale vers les quasars. Un quasar pour Quasi-Stellar Radio Source.
Le premier à avoir été découvert fut 3C273. Les astronomes ont d'abord cru à une nouvelle étoile, mais grâce à un radiotélescope, ils se sont aperçus qu'elle produisait 1 million de fois plus d'ondes radio qu'une étoile normale. Ils ont réalisé que c'était une galaxie très lointaine, située à 2,44 milliards d'années-lumière de la Terre. Normalement, à cette distance, elle aurait dû être très peu lumineuse, mais cet objet était le plus brillant de l'univers observé à l'époque. Les astronomes ont d'abord pensé à une erreur de mesure, avant de découvrir d'autres spectres similaires. Ils ont même découvert des quasars qui émettent des rayons gamma, la plus haute énergie transportée par la lumière. Aujourd'hui, on en répertorie plus de 1 million. Bien qu'ils soient les astres les plus brillants de l'univers, on ne peut les observer à l'œil nu. Ils sont tous situés entre 10 et 11 milliards d'années-lumière de la Terre. Ils se sont formés quand l'univers était jeune, âgé de 2 à 3 milliards d'années. Pour résumer, les quasars seraient au cœur de galaxies très lointaines et très lumineuses, possédant un noyau très actif. Ils seraient entourés d'un disque d'accrétion très riche en matière, et donc très dense. Une matière qui s'échauffe et brille avant d'être engloutie par le trou noir. On pense que les quasars participent à la formation des galaxies. Ils disparaissent naturellement avec la diminution de l'énergie dans le disque d'accrétion. Les chercheurs ont également découvert au même endroit des blazars et des radiogalaxies, mais on pense qu'il s'agit des mêmes phénomènes, observés sous un angle différent. Il reste aujourd'hui beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que toutes les galaxies passent par le stade quasar? Si oui, à quel moment de leur évolution? Mais le trou noir n'est pas seulement un ogre de l'espace, il peut aussi déformer le temps. Depuis Albert Einstein, on sait que la gravité déforme l'espace-temps. La courbure de l'espace-temps produite par un objet est proportionnelle à sa masse. Imagine une bille posée sur un tissu tendu. Elle roule vers le milieu et le tissu s'enfonce sous son poids. Plus sa masse est grande, plus le tissu s'enfonce. Si tu poses d'autres objets plus légers sur le tissu, ils glisseront vers la bille. La bille la plus massive qui existe représenterait le trou noir. Les objets attirés par le trou forment un disque d'accrétion autour de celui-ci et nous pouvons le voir. En tourbillonnant, la matière s'échauffe et produit de la lumière. Mais revenons à cette histoire de temps. Un astronome qui irait visiter un trou noir ne verrait pas de différence sur sa montre. Il aurait l'impression d'être parti à 1 heure, alors qu'en réalité, des années se seraient écoulées pour ses collègues restés dans la fusée. Mais on ne revient pas d'un tel voyage. Il serait attiré à l'intérieur et étiré tel un spaghetti. À quoi ressemble un trou noir? Les trous noirs sont représentés comme un entonnoir géant dans lequel tout est absorbé, mais sans jamais ressortir. La limite à ne pas franchir s'appelle l'horizon des événements. Au-delà de cette limite, il n'y a plus aucune chance de s'échapper. La taille de cet horizon est variable, selon la masse du trou noir. Pour 10 masses solaires, il fait 60 km. Le disque d'accrétion tourne autour de cet horizon, avant d'y être englouti à jamais. La température de l'horizon des événements est très élevée, alors qu'à l'intérieur du trou noir, il fait très froid. La température d'un trou noir stellaire approche du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius. Puisqu'il existe des trous noirs, existe-t-il aussi des trous blancs?
La réponse reste encore théorique. Un trou blanc, appelé aussi fontaine blanche, serait l'opposé d'un trou noir. Il ne ferait qu'expulser la matière et la lumière. Tout comme il est impossible de s'échapper d'un trou noir, il serait impossible de pénétrer dans un trou blanc. Certains scientifiques commencent à évoquer leur existence, ailleurs que dans les mathématiques. Ils ont élaboré un scénario convaincant pour expliquer leur formation. Ce serait le stade ultime de l'évolution des trous noirs. La matière entrée dans un trou noir ressortirait au moment où il se transformait en trou blanc. Que deviennent les trous noirs? Ils s'évaporent avec le temps. Ce phénomène se produit sous la forme d'un rayonnement, appelé rayonnement de Hawking, du nom du célèbre astrophysicien spécialiste des trous noirs. À cause de ce rayonnement, les trous noirs ont une durée de vie limitée. En pratique, le rayonnement de Hawking est extrêmement faible pour les trous noirs stellaires ou supermassifs. Sa détection est toujours impossible actuellement, essentiellement parce que les trous noirs sont très froids. L'existence du rayonnement de Hawking pose un problème connu sous le nom de paradoxe de l'information, qui divise toujours les scientifiques. Le paradoxe tient en cela. Tout objet aspiré par un trou noir disparaît à jamais, comme je te l'ai déjà dit plus tôt. Mais la mécanique quantique nous dit que toute chose est information, et qu'une information ne disparaît jamais. Stephen Hawking propose l'hypothèse que l'information resterait au bord des trous noirs, dans l'horizon des événements. Elle finirait par être recrachée par le rayonnement de Hawking. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées, celles de M87 étoiles, trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87. Elles sont suivies le 12 mai 2022 d'images provenant de Sagittarius A étoile, au centre de la Voie lactée. Capturer une image nette de Sagittarius A étoile est un défi monumental. Contrairement à M87 étoile, dont la luminosité du disque de gaz reste stable pendant plusieurs heures, Sagittarius A étoile présente des variations de luminosité extrêmement rapides, de l'ordre de 20 secondes. Cette variabilité complique considérablement la prise d'images claires, nécessitant l'intégration de nombreuses photos pour obtenir une image moyenne. Ce processus d'intégration peut entraîner une perte de précision et rendre l'image moins nette. La reconstruction des images des trous noirs à partir des données interférométriques est un processus complexe. Avec une résolution limitée et un nombre restreint de radiotélescopes, les images doivent être reconstruites mathématiquement, ce qui peut introduire des artefacts. Par exemple, les 3 taches brillantes observées dans l'anneau lumineux de Sagittarius A étoile sont probablement des artefacts de reconstruction, plutôt que des caractéristiques réelles du gaz chaud entourant le trou noir. Mais l'aspect le plus intrigant de ces images du trou noir est que le centre n'est pas complètement noir. Or, si le trou noir absorbait toute la lumière, son centre devrait être totalement obscur. Ce qui n'est pas le cas sur les clichés de M87 étoile et de Sagittarius A étoile. Si les explications liées à la reconstruction des images ne se révélaient pas valides, cela pourrait remettre en question notre compréhension du fonctionnement des trous noirs. Mais quoi qu'il en soit, il y a peu de chances que la Terre en croise un. Nous avons beaucoup plus de risques de croiser une étoile car elles sont beaucoup plus nombreuses dans l'univers. À propos, voyons donc quelques étoiles mystérieuses.
Les étoiles à neutrons sont les restes d'étoiles massives arrivées en fin de vie. Nous connaissons leur existence depuis la fin des années 60 seulement. Seules les étoiles ordinaires, dont la masse est comprise entre 8 et 40 fois celle du Soleil, deviennent des étoiles à neutrons. Un neutron est une particule élémentaire, électriquement neutre, constitutive du noyau atomique. Lorsqu'elles explosent en supernovae, les couches extérieures de l'étoile sont projetées dans l'espace, mais le noyau central demeure. Il n'y a pas de fusion nucléaire pour contrebalancer l'attraction de la gravité, donc l'étoile se condense et s'effondre sur elle-même. Il reste alors un noyau nu, très dense et compact, composé pour l'essentiel de neutrons. Les étoiles à neutrons sont les astres les plus denses de l'univers. Pour te donner une idée, une cuillère à café de matériaux qui les composent pèserait autant que le mont Everest, soit 4 milliards de tonnes. Pour la décrire, imagine une sphère composée de plusieurs couches. D'abord, une couche externe, constituée d'ions et d'électrons libres. Ensuite, une croûte interne d'1 à 2 km d'épaisseur, constituée de neutrons libres, de noyaux riches en neutrons et d'électrons. Puis vient un noyau externe constitué de fluides de neutrons, de protons et d'électrons. Et enfin, un noyau interne dont la densité est si grande qu'on ne connaît pas précisément sa constitution. Peut-être une réorganisation des constituants internes des neutrons et des protons, appelés quarks. Tu l'auras compris, l'étoile à neutrons est une sorte de noyau atomique géant, composé essentiellement de neutrons et possédant une densité hors norme. Ces astres tournent sur eux-mêmes plusieurs centaines de fois par seconde. De quoi donner le tournis. Il existe 3 types d'étoiles à neutrons. Les premiers sont les pulsars. Ce sont des étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes très rapidement, pouvant atteindre 252 millions de km/h. Depuis la Terre, on observe un rayonnement qui semble clignoter, d'où leur nom de pulsar. Les pulsars tournent pendant plusieurs millions d'années avant de se vider de leur énergie et de devenir des étoiles à neutrons normales. Les deuxièmes sont les magnétars. Ils sont beaucoup plus rares et possèdent les champs magnétiques les plus puissants de l'univers. En 2004, un magnétar a réussi à modifier les couches supérieures atmosphériques de notre Terre. Et enfin, les pulsars millisecondes. Ce sont des pulsars très âgés. En 2019, l'étoile à neutrons la plus massive faisait 25 km de diamètre. Pas si grand, n'est-ce pas? Fin 2022, les astronomes ont observé une étoile à neutrons qui les a interpellés. Elle était en surpoids. Non, les étoiles ne sont pas obligées de garder la ligne comme des mannequins, mais elles obéissent à des critères physiques. Et là, nos scientifiques ne comprenaient pas comment une étoile à neutrons pouvait être aussi grosse. Elle défiait toutes les théories. Cette étoile serait née de la fusion de 2 étoiles à neutrons plus petites. Normalement, elle aurait dû s'effondrer dans un trou noir. Celle-ci est demeurée visible pendant plus d'une journée. Sa durée de vie reste un mystère. Certains chercheurs pensent qu'elle tournait si vite, avec des champs magnétiques si immenses, que son effondrement aurait été retardé. Ils espèrent maintenant en apercevoir d'autres, afin de mieux les observer. Les scientifiques aimeraient comprendre pourquoi les étoiles les plus lourdes deviennent des trous noirs, et à partir de quel seuil elles se transforment en étoiles à neutrons. Ils aimeraient savoir ce qui se trouve au centre de ces étoiles. À quoi pourrait bien ressembler la matière ainsi comprimée?
Il existe dans l'univers des étoiles géantes, rouges ou bleues. Contrairement au symbole sur ton robinet, les étoiles rouges sont froides alors que les bleues sont chaudes. Mais qu'est-ce qu'une supergéante? Les étoiles dont la masse se situe entre 10 et 40 masses solaires sont des géantes bleues. Elles ont une espérance de vie très courte, de 10 à 100 millions d'années. Lorsqu'elles ont consommé tout l'hydrogène dans leur cœur, elles fusionnent alors l'hélium. Leurs couches externes enflent et leur température baisse. Elles se transforment lors de leur fin de vie en géantes rouges. Elles fabriquent alors des éléments de plus en plus lourds, tels que le fer, le nickel, le chrome, le cobalt ou le titane. Leur cœur s'effondre et elles évoluent soit en trous noirs, soit en étoiles à neutrons pour les moins grosses. Leur luminosité est beaucoup plus intense que celle du Soleil. Les étoiles sont classées visuellement sur une carte, le diagramme de Hertzsprung-Russell. On y voit que la plupart des étoiles suivent une ligne. Loin en dessous de cette ligne, on voit les naines blanches, et au-dessus, on voit les géantes et les supergéantes. Ce que les scientifiques aimeraient comprendre, c'est leur comportement étrange. Certaines d'entre elles effectuent des retours en arrière. Certaines géantes rouges que l'on pensait en fin de vie sont redevenues des géantes bleues et ont explosé à ce stade-là. D'autres ont encore changé d'avis pour finalement redevenir rouges avant d'exploser. Parfois même, elles explosent au stade intermédiaire, celui de géantes jaunes. Comme tu le vois, elles ne répondent pas toujours à un schéma défini. Et c'est bien ce qui intrigue les chercheurs. Prenons un exemple. Tu as peut-être entendu parler de Bételgeuse. C'est la deuxième supergéante rouge la plus proche du système solaire, connue depuis longtemps et facilement observable. Elle se situe dans la constellation d'Orion. Son diamètre est environ 750 fois plus grand que celui du Soleil. Les chercheurs l'étudient, car elle nous en apprend beaucoup sur les étoiles géantes. Elle aussi adopte parfois un étrange comportement. En janvier 2020, sa luminosité a brusquement diminué et elle s'est mise à tourner beaucoup plus rapidement que d'ordinaire. Certains ont pensé qu'elle allait exploser bientôt. Ce ne fut pas le cas. Les scientifiques ont avancé l'explication suivante. Elle aurait expulsé un nuage sphérique de poussière qui l'aurait en partie caché. D'ailleurs, elle n'aurait pas changé de vitesse de rotation non plus. Sa surface bouillonnante aurait été confondue avec une rotation rapide. Finalement, sa luminosité n'a pas diminué. En revanche, son diamètre s'est réduit. En 15 ans, il aurait perdu la distance de Vénus au Soleil, et ce processus semble s'accélérer. Les chercheurs spéculent actuellement sur des processus en train de modifier la convection de cellules géantes et qui affecteraient les mesures. Les mouvements de convection sont l'ensemble des mouvements internes, horizontaux et verticaux, générés dans une masse fluide. Tous ces changements, rapprochés dans le temps, indiqueraient une fin prochaine. Là-dessus non plus, les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains pensent que Bételgeuse se trouve à l'étape finale de fusion du carbone. D'autres pensent qu'elle est à l'étape de fusion de l'hélium. Certains affirment même qu'elle a déjà explosé et que l'information de cet événement serait en route vers la Terre. On observe des phénomènes, on tire des conclusions et l'on découvre une exception qui remet tout en question. Pour nous aider à y voir plus clair, les scientifiques misent sur l'étude des ondes gravitationnelles. Newton, au XVIIe siècle, théorise la gravitation universelle.
Les masses s'attirent avec des variations en fonction de leur poids et de leur distance. Einstein, au XXe siècle, propose une vision différente. La masse des objets déforme l'espace-temps. Souviens-toi de la bille posée au milieu d'un tissu tendu. Elle attirerait tout autre objet posé sur le tissu. D'après Einstein, ce n'est pas la bille qui attire l'autre bille, mais la déformation de l'espace créée par sa masse. Donc, plus la masse d'un objet est grande, plus la courbure de l'espace-temps est élevée, plus la gravité est importante. Un objet très massif comme une étoile géante qui se déplace dans l'espace-temps va déplacer cette courbure et faire apparaître une perturbation de ce dernier. C'est l'onde gravitationnelle. La perception de ces ondes ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. En 1974, la découverte d'un premier pulsar binaire a permis de démontrer indirectement l'existence de ces ondes. Il fallait alors construire des instruments capables de les détecter directement. Les projets LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe étaient nés. Il a fallu du temps avant de pouvoir les détecter, car elles nécessitent des objets d'une masse stupéfiante et sont d'une très faible fréquence. En 2015, on a repéré les ondes gravitationnelles de 2 trous noirs entrés en collision. Ces trous noirs faisaient respectivement 36 et 29 masses solaires. Nous pensons maintenant que ces 2 trous noirs se sont rapprochés en tournoyant pendant des milliards d'années. Alors qu'ils se rapprochaient, leurs orbites ont accéléré, jusqu'à tourbillonner l'une autour de l'autre à une vitesse folle, en émettant des quantités colossales d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Les trous noirs ont émis plus d'énergie que l'univers tout entier, sous toutes les formes de rayonnement, puis ils ont fusionné. Le nouveau trou noir ainsi créé a oscillé quelques instants avant de se stabiliser. On sait que cette collision s'est produite à environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Voie lactée. En 2016, les chercheurs ont observé leur première fusion d'étoiles à neutrons et réussi à expliquer de nombreux phénomènes restés mystérieux jusqu'alors. Mais comment observer les ondes gravitationnelles plus précisément? Tout à l'heure, nous avons exploré les pulsars. Ceux-ci sont très utiles pour détecter des ondes gravitationnelles. Ils envoient des signaux radio très réguliers, parfois plusieurs centaines de fois par seconde. Les chercheurs ont utilisé un réseau de plus de 100 pulsars en espérant repérer d'infimes variations de fréquence dans les signaux émis. En utilisant un système de miroirs placé à quelques milliers de kilomètres de distance, les scientifiques ont repéré un signal plus étiré, qui équivaut à des changements inférieurs à 1 millionième de seconde sur plus de 20 ans. Incroyable, non? Pourtant, cela suffit à prouver l'existence d'une onde gravitationnelle. Ces oscillations dans la courbure de l'espace-temps sont produites par des phénomènes très violents, tels que l'explosion d'une étoile, la collision entre 2 étoiles à neutrons ou la fusion de trous noirs. Il semblerait que la Terre soit traversée par des ondes gravitationnelles à chaque instant, mais heureusement, nous ne les percevons pas. Tout comme les ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles transportent de l'énergie, de la quantité de mouvement et du moment cinétique. Les scientifiques pensent que les ondes gravitationnelles résultant du Big Bang auraient laissé des traces observables dans le rayonnement fossile. Ils aimeraient retrouver ces traces, car leur découverte permettrait de mieux comprendre les débuts de l'univers et son évolution. L'astronomie gravitationnelle, comme on l'appelle, est donc toute jeune, mais très prometteuse.
le nombre de détections ne cesse d'augmenter et l'on observe désormais des amorces de tendances pertinentes sur le plan statistique. Les scientifiques espèrent, avec ces statistiques, affiner la mesure de la constante de Hubble. Les ondes gravitationnelles bouleversent déjà nos connaissances dans le domaine de l'évolution stellaire, de l'astrophysique galactique, de la physique des astres denses et de la matière extrême et de la cosmologie primordiale. Des projets sont en cours afin de créer des détecteurs géants et de diversifier les techniques de détection. Nous allons pouvoir écouter l'univers. Mais assez parlé des étoiles, ce ne sont pas les seuls à s'envelopper de mystères. Certaines planètes aussi intriguent les chercheurs. Nous connaissons assez bien les 8 planètes du système solaire. Mais qu'en est-il des planètes plus lointaines? Celles qui se situent au-delà de notre système solaire. On les appelle des exoplanètes. Elles sont difficiles à observer, bien sûr du fait de la distance qui les sépare de nous, mais aussi parce qu'elles tournent souvent près de leur étoile très lumineuse. Le télescope spatial Hubble, ainsi que l'observatoire du Paranal situé au Chili, nous apportent des observations intéressantes. Cet observatoire est actuellement l'un des plus hauts lieux de l'étude des exoplanètes, grâce à l'instrument d'optique adaptive SPHERE. Cet instrument produit des images d'exoplanètes jeunes et massives et de disques protoplanétaires entourant les étoiles et soupçonnés d'être les régions où elles se forment. Les premières images d'une exoplanète nous sont parvenues en 2005. M1207b est une planète de plus de 5 fois la masse de Jupiter. Elle orbite à 2 fois la distance de Neptune au Soleil. Elle est si éloignée de son étoile hôte qu'il a fallu presque une année pour démontrer qu'elle était gravitationnellement liée à cette étoile. L'observatoire a aussi étudié, en 2003, une planète plus proche, Beta Pictoris b. Sa découverte ne fut annoncée qu'en 2008. Elle se situe à 8 fois la distance Terre-Soleil de son étoile hôte. C'est une planète très jeune, très chaude et très lumineuse, dont la masse atteindrait 13 fois celle de Jupiter. Son âge est estimé à moins de 20 millions d'années. Elle est si jeune que le disque d'accrétion autour de l'étoile hôte est encore visible. Il faut des instruments très perfectionnés pour observer ces planètes. Il faut en plus distinguer la lumière réfléchie par la planète de celle émise par son étoile. Avant d'obtenir les images d'une exoplanète, faut-il encore la détecter? C'est en 1995 que Michel Mayor et son étudiant découvrent la première exoplanète. Ils détectent dans le spectre de l'étoile PEG 51 des oscillations qui correspondraient à une planète. Ils passent l'été à vérifier leurs informations avant d'annoncer la nouvelle. 51 Pégasi b est une nouvelle planète, bien différente de celle que nous connaissons. Elle tourne autour de son étoile en seulement 4 jours. Elle est si proche d'elle que sa température dépasse les 1000 degrés Celsius. Cela va révolutionner la recherche de planètes extérieures au système solaire. Maintenant, nous savons où les chercher. Et nous les trouvons. Aujourd'hui, nous en avons repéré plus de 5500, dont plusieurs systèmes planétaires multiples, c'est-à-dire comptant plusieurs planètes. De 2009 à 2018, la mission Kepler en a découvert plus de 2600. La diversité de ces planètes est beaucoup plus importante que dans le système solaire. Les méthodes d'observation ont évolué. On utilise maintenant la méthode des transits. Cette méthode consiste à observer une étoile en continu
et à mesurer la baisse de luminosité lorsque la planète passe devant elle. Cette éclipse permet de déduire le rayon de la planète et d'apporter une contrainte supplémentaire sur le plan d'inclinaison de l'orbite planétaire. La découverte des exoplanètes remet en question bien des certitudes sur le fonctionnement de l'univers. Nos connaissances se fondent sur l'étude de notre système solaire et de ces 8 planètes situées à une place bien précise et dont les mouvements sont prévisibles sur le long terme. La distribution quasi aléatoire des planètes géantes dans les systèmes exoplanétaires a surpris et a mis en avant le fait qu'il y avait d'autres systèmes fonctionnant différemment. On découvre qu'un système planétaire peut être chaotique, dynamique et parfois instable. Mais que savons-nous aujourd'hui sur les exoplanètes ? Elles sont pour la plupart très différentes de celles de notre système solaire. Comme elles sont proches de leur étoile, elles sont très chaudes. On les appelle des Jupiters chaudes. Elles ont une atmosphère épaisse, principalement constituée d'hydrogène et d'hélium. Les nuages que l'on trouve sur ces planètes sont composés de matériaux plus surprenants que l'eau, comme le titane ou le carbone. On parle souvent de leur grande taille, mais certaines sont petites, c'est-à-dire un peu plus grosses que la Terre. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir si elles peuvent abriter de la vie. Eh oui, toujours la même question. On sait que certaines exoplanètes se situent en zone d'habitabilité, c'est-à-dire à une distance de leur étoile où la température autoriserait la présence d'eau liquide à leur surface. Sur les 5500 exoplanètes recensées, seule une cinquantaine sont d'une taille terrestre et se trouvent dans cette zone d'habitabilité. Mais pour l'instant, on ne sait pas de quoi elles sont composées. Pour cela, il faudrait connaître leur diamètre et leur masse, pour en déduire leur densité. À partir de ces paramètres, les scientifiques peuvent déterminer si elles sont plutôt rocheuses ou gazeuses. Les chercheurs ont repéré quelques planètes qui pourraient répondre aux conditions nécessaires au développement d'une forme de vie. Le télescope Hubble a décelé de l'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète, mais la température de 425 degrés Celsius de la planète la rend inhabitable. Reste maintenant à continuer les recherches et à observer ces curieuses planètes de plus près. Les chercheurs ont aussi observé des planètes étranges. La planète WASP-103b, une fois et demie plus grande que Jupiter, a la forme d'un ballon de rugby. Cette forme serait due à la force des marées intenses de son étoile. XO-3b, observé par le télescope Spitzer, est 11 fois plus massif que Jupiter et complète le tour de son étoile en seulement 3 jours. On y passe de l'hiver à l'été en quelques minutes. Dans l'atmosphère de WASP-121b, une vapeur métallique verrait l'aluminium se condenser avec l'oxygène pour former du corindon. Ce composé produirait des rubis et des saphirs s'il est combiné avec d'autres métaux, justement présents dans l'atmosphère de cette planète. Comme tu le vois, la recherche sur les exoplanètes n'en est qu'à ses débuts et elle est passionnante. Une vraie chasse au trésor pour nos scientifiques. Revenons un moment sur les disques protoplanétaires. Nous les avons brièvement vus plus haut, mais sais-tu ce que c'est ? C'est un disque qui tourne autour d'une jeune étoile en formation, constituée de gaz et de poussière, à partir desquels se forment les corps. Son rayon est de l'ordre de quelques centaines d'unités astronomiques. Il est assez fin sans être tout plat. Il est plus chaud au centre que vers l'extérieur.
En les étudiant, nous pouvons mieux comprendre la genèse des planètes. Les scientifiques avaient élaboré des théories concernant l'existence de ces disques et leur rôle dans la création des planètes. Ils se doutaient qu'ils existaient, mais il a fallu attendre 1995 pour que le télescope spatial Hubble photographie plusieurs de ces disques. Un disque protoplanétaire est composé d'environ 99% d'hydrogène et d'hélium et d'1% d'éléments plus lourds. Donc beaucoup de gaz et très peu de poussière. Parmi ces gaz et poussières, on trouve de l'oxygène, du carbone, du silicium, du fer, du nickel, à l'état solide ou vapeur. Les planètes se forment dans ces disques en plusieurs étapes. Les éléments de poussière se collent entre eux, puis ils grandissent rapidement sous l'effet de la gravité. La planète suit ensuite une croissance oligarchique, c'est-à-dire plus calme, mais toujours impressionnante. En 2023, le télescope James Webb a fait une découverte fascinante en observant la composition d'un disque protoplanétaire, c'est-à-dire les ingrédients d'une future planète. Parmi ces ingrédients, il y a beaucoup de carbone. Ce disque a été choisi car son étoile J160-532 est plutôt jeune, donc les planètes ne sont pas encore formées. Les atomes de carbone se sont associés à des atomes d'hydrogène pour aboutir à des molécules parfois étonnantes, jamais encore trouvées dans un disque. Les scientifiques pensent que le carbone se trouvait sous forme de grains qui ont été vaporisés par l'activité intense de l'étoile. C'est pourquoi, dans ce disque-là, il est si présent. Ce scénario est très semblable à celui qui a mené à la formation de la Terre. Le comprendre nous aiderait à mieux appréhender la formation du système solaire et des planètes qui le composent. Il reste maintenant à savoir si cette découverte est une exception ou si tous les disques autour de petites étoiles ont cette surabondance de carbone. On sait que les planètes géantes gazeuses ne sont pas les seuls corps à avoir un anneau. Certains petits corps célestes sillonnant le système solaire au-delà de Neptune possèdent un anneau également, comme Chariklo ou Haumea, dont l'anneau a été découvert en 2017. Tous ces anneaux se situent en deçà d'une certaine distance limite par rapport au corps central, appelée limite de Roche. Mais voilà que le satellite européen Khéops, pointant vers Quaoar, une planète naine glacée, découvre qu'elle a aussi un anneau, là où il ne devrait pas y en avoir. Ce dernier se trouverait à 4100 km en dehors de la limite de Roche, 2 fois plus loin que ce que l'on pensait être la distance maximale. Il devrait normalement se disperser. Le matériau de l'anneau devrait s'accréter et former des satellites naturels. Les températures glaciales de Quaoar pourraient jouer un rôle en empêchant les particules de glace de se coller. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre ce phénomène. L'étude de ces planètes naines, Quaoar fait la moitié de la taille de Pluton et est rendue difficile par leur petite taille et leur éloignement. Cette découverte remet en question les théories sur la façon dont les systèmes d'anneaux sont formés. Mais qu'est-ce qu'une planète naine ? Le terme de planète naine a été défini en 2006. Une planète naine tourne autour du Soleil et a une masse suffisante pour être en équilibre, entourée d'objets plus petits, solides ou gazeux. Le fait de ne pas avoir nettoyé son orbite de ces objets la distingue des autres planètes. Mais en réalité, une planète naine n'est pas considérée comme une planète.
Elle se situe entre la planète et l'astéroïde. Dans notre système solaire, les cratères sont d'abord un diamètre de 1000 à 2500 km. Pour te donner une idée, le diamètre de Mercure mesure 4880 km, alors que Mercure est la plus petite des planètes. Ensuite, une planète naine a une forme sphérique ou ovoïde, alors que les astéroïdes ont des formes irrégulières. Elle doit être en orbite autour du Soleil, ce qui exclut les satellites d'autres planètes. Enfin, elle ne doit pas avoir fait place nette dans son voisinage orbital. Aujourd'hui, 5 astres sont considérés comme des planètes naines. Par ordre décroissant, il y a Eris, Pluton, Cérès, Makemake et Oméa. Elles sont toutes plus petites que la Lune. Partons maintenant vers une des plus belles choses de l'univers, les nébuleuses. Rien que le nom évoque le mystère. L'adjectif nébuleux évoque quelque chose qui manque de clarté, qui est caché par des nuages, qui est flou et donc mystérieux. Il évoque aussi un mauvais présage. Espérons que ce ne soit pas le cas en astronomie. Allons voir de plus près. Pendant longtemps, en astronomie, le terme nébuleuse désignait tout objet céleste d'aspect diffus. La définition qui prime aujourd'hui est celle d'un objet céleste composé de gaz raréfiés, de plasma ou de poussière interstellaire. Par poussière, tu le sais déjà, nous voulons dire de minuscules grains rocheux qui contiennent du silicate, de l'oxyde d'aluminium et du calcium. Cette poussière n'émet pas de lumière, mais elle la diffuse très bien et dans toutes les directions. Les nébuleuses se classent parmi les plus beaux corps célestes. À quoi ressemblent-elles? Elles sont difficilement observables à l'œil nu, mais les télescopes Hubble et James Webb nous ont offert beaucoup d'images. On y voit des sortes de nuages colorés, bleus, violets, roses, un peu comme une tache d'essence sur le sol. Les couleurs s'étalent sur le fond noir de l'espace et des points lumineux s'ajoutent à la tache géante. On comprend que les astronomes soient fascinés par leur beauté. Existe-t-il différents types de nébuleuses? Oui, elles sont classées en 6 grands groupes. Tout d'abord, les nébuleuses planétaires, nommées ainsi par William Herschel en 1785. À travers son télescope, il voyait un cercle ressemblant à une planète. Il s'agissait en fait de gigantesques bulles de gaz éjectées autour d'une étoile mourante. Les plus impressionnantes sont celles de l'hélice et de la Lyre. Une photographie de cette dernière montre un cercle bleu entouré d'un halo orangé. Ensuite, il existe des nébuleuses par réflexion, qui se composent d'immenses nuages de poussière et d'hydrogène, réfléchissant la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines. Le plus souvent, elles sont bleues. Il y a aussi les rémanents de supernovas, regroupant des nébuleuses très étendues. Elles se forment à la suite de l'implosion d'une étoile supermassive mourante ou après l'explosion d'une naine blanche. Ces nébuleuses ont une durée de vie assez limitée, à l'échelle astronomique bien sûr. La nébuleuse du Crabe et les dentelles du Cygne en font partie. Elles ressemblent à de longs fils bleus et jaunes, avec des reflets plus clairs ou plus foncés, qui traversent le ciel. La nébuleuse du Crabe se situe à 6300 années-lumière de notre Terre. Sa belle couleur bleue et son impressionnant pulsar tournant sur lui-même 30 fois par seconde en font un des objets du ciel les plus fascinants à observer.
Des nébuleuses localisées autour de certaines étoiles Wolf-Rayet sont appelées bulles de Wolf-Rayet. Elles se situent donc autour d'astres très massifs et très chauds, arrivant en fin de vie. Elles se forment à la suite de l'expulsion progressive des couches externes de ces étoiles. On peut citer ici la nébuleuse du casque de Thor ou celle du croissant. En image, on voit un gros nuage bleu et rose, constellé de points lumineux blancs, bleus et orange. Les régions d'hydrogène ionisé, les H2I, forment un autre type de nébuleuse. Ce type se présente sous la forme de nuages d'hydrogène, possédant plusieurs atomes ionisés. Un atome ionisé est un atome neutre, qui a perdu ou acquis des électrons et est ainsi devenu porteur de charges électriques. Ces nébuleuses sont souvent associées à des amas ouverts d'étoiles jeunes, dont la proximité entraîne l'ionisation de l'hydrogène qu'elles renferment. La Tarentule est une de ces régions, mais heureusement, elle ne ressemble pas à une grosse araignée velue. On dirait plutôt un amoncellement de nuages rouges et orangés, avec une zone blanche en son centre. Mais peut-être que ceux qui l'ont nommée ainsi ont perçu la silhouette d'une araignée. La plus célèbre région d'hydrogène ionisé est celle d'Orion. Elle se situe à 1350 années-lumière de la Terre, dans la Voie lactée. Tu peux facilement l'observer à l'œil nu, en l'absence de pollution lumineuse, si tu te trouves dans l'hémisphère nord. Elle se trouve dans l'épée d'Orion, un alignement de 3 étoiles. Elle est entièrement éclairée par un groupe de 4 étoiles très massives et très lumineuses, situées en son centre, appelé le trapèze. Les piliers de la création, photographiés pour la première fois en 1995 par le télescope Hubble, font également partie des H2I. Ils ressemblent aux concrétions couleur terre que l'on trouve dans les grottes, mais ce sont des colonnes de gaz. Les nébuleuses obscures forment le 6e type de nébuleuse. Elles se composent d'épais nuages de poussière interstellaire et de gaz nobles qui absorbent une partie de la lumière qui les traverse. Elles sont donc très sombres et obscurcissent même d'autres nébuleuses ou des étoiles. Les plus spectaculaires sont la tête de cheval ou le sac de charbon qui constitue la partie la plus sombre de la Voie lactée. Personnellement, je ne vois pas une tête de cheval, mais plutôt un homme sans tête, sombre, surgissant sur un fond rose. Mais peut-être que cela dépend de la photo observée. Il y a des milliers de nébuleuses dans l'univers, certaines plus impressionnantes ou plus belles que d'autres. Les seules observables à l'œil nu sont celles d'Orion et la Carène. Les autres sont trop éloignées de nous. Il te faudra utiliser des jumelles puissantes pour l'astronomie ou un télescope pour les apercevoir. Il faudra aussi que tu te trouves loin de toute source lumineuse, ce qui devient de plus en plus difficile. Les nébuleuses sont l'endroit où naissent ou meurent les étoiles. Faire naître une étoile, c'est magique, non? Tu as compris également que les formes et les couleurs qui constituent les nébuleuses dépendent de leur densité et des matériaux et gaz qui les composent, ainsi que de la température. L'hydrogène brille par exemple d'une belle couleur rose, alors que l'oxygène donne plutôt du bleu. La densité d'une nébuleuse est très ténue, quelques milliers d'atomes par centimètre cube. En comparaison, l'atmosphère terrestre est 1000 fois 1000 milliards plus dense. Pour faire simple, une nébuleuse est un joli nuage vide. À propos de nuages, as-tu déjà entendu parler du nuage de Oort?
Le nuage de Oort serait une sphère formée de comètes gelées, donc inactive et invisible, qui entourerait le système solaire à grande distance. Il se situerait aux limites du système solaire, bien au-delà de l'orbite des planètes. Sa limite externe, qui formerait la frontière gravitationnelle du système solaire, se situerait à plus d'1 millier de fois la distance qui sépare le Soleil de Neptune. Il porte le nom de l'astronome hollandais qui, en 1950, a publié le résultat de ses travaux sur les comètes. Aucune observation directe n'a été faite. Il est donc encore théorique. Mais les scientifiques se fondent sur leur analyse de l'orbite des comètes pour imaginer son existence et sa forme. Les chercheurs affirment aujourd'hui que les comètes proviennent de 2 endroits bien distincts, la ceinture de Kuiper, vers laquelle je t'emmènerai dans un instant, et le nuage de Oort. Ce dernier s'étend jusqu'à 30 000 milliards de kilomètres selon certains. Il faudrait environ 300 ans à un vaisseau spatial pour atteindre sa limite intérieure. De quoi décourager quelqu'un qui en aurait l'idée. Il contient l'essentiel des comètes du système solaire et alimente même la ceinture de Kuiper. Il serait constitué de 1000 milliards de comètes, dont la masse représenterait celle de 40 masses terrestres. Mais ne va pas t'imaginer un nuage très dense. Les noyaux de roches et de glace qui constituent le nuage sont séparés les uns des autres d'environ 10 millions de kilomètres. Ce nuage est absolument gigantesque. Il est probablement formé d'objets célestes, éjectés lors de la genèse du système solaire, par des phénomènes comme la résonance avec les planètes géantes. Ces objets sont composés d'eau, d'ammoniac ou de méthane glacé. 2 parties composent ce nuage géant. Un disque interne appelé nuage de Oort interne ou nuage de Hills en forme de tore et un ensemble sphérique externe appelé nuage de Oort externe. Tout simplement. Le nuage externe serait la source de la plupart des comètes à longue période. Le nuage interne serait celui des comètes de type Halley. Les comètes de courte période proviendraient de la ceinture de Kuiper. Approchons-nous de celle-ci. La ceinture de Kuiper est une région située dans le plan du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Elle forme un anneau autour du système solaire, d'où son nom de ceinture. Elle doit son nom à l'astronome hollandais qui suggéra son existence en 1951. Elle commence probablement entre 30 et 55 unités astronomiques et s'étend jusqu'à 100 à 150 centaines d'unités astronomiques. Pour rappel, une unité astronomique est l'unité de mesure qui correspond à la distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Mais malgré sa taille, la masse totale des objets que contient la ceinture de Kuiper ne représenterait que 10% de la masse de la Terre. On pense qu'elle contient plus de 200 millions de petits corps glacés, de petits astéroïdes et de corps susceptibles de devenir des comètes. Ces corps n'ont pas pu se regrouper pour former une planète à cause de la présence de Neptune dans son voisinage. L'immense gravité de Neptune n'a pas permis aux petits corps de fusionner. La ceinture de Kuiper contient également quelques corps assez gros, comme les 4 planètes naines. Pluton, dont le diamètre mesure environ 2375 km. Avec sa lune Charon, il forme ce que l'on appelle un binaire. Eris, de 2326 km de diamètre, mais plus dense et plus massif que Pluton. Makemake, de 1430 km de diamètre. Haumea, de 1632 km de diamètre, et qui a la particularité d'avoir une forme d'œuf et de posséder un anneau.
un autre objet, Ixion, a été découvert en 2001. Sa nature n'est pas très bien connue. On ne l'a pas encore classé comme planète naine, ou plutôt comme astéroïde. Là encore, les planètes géantes jouent un rôle. Ce sont les perturbations gravitationnelles qu'elles engendrent qui modifient de temps en temps l'orbite d'un de ces corps et déclenchent un changement de trajectoire vers le Soleil. La ceinture de Kuiper n'était qu'une hypothèse jusqu'en 1992, où des images du ciel ont enfin révélé des corps situés à plus de 30 unités astronomiques. Ils sont difficilement visibles car très éloignés de nous, mais aussi car leur mouvement apparent est très lent. Il leur faut plusieurs siècles pour compléter une orbite autour du Soleil. Depuis la Terre, seuls les objets de grande taille sont observables, ceux qui font généralement plus de 100 km de diamètre. Cette ceinture intéresse les chercheurs pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il est probable que les objets qui la composent soient des restes extrêmement primitifs des phases précoces d'accrétion du système solaire. On pense également qu'elle est la source des comètes à courte période. Une théorie récente affirme qu'elle ne s'est pas formée là où elle se situe actuellement. Elle se serait formée plus près du Soleil. Ce serait Neptune, en s'éloignant du Soleil, qui l'aurait poussé jusqu'à sa position actuelle. L'étude des corps de la ceinture de Kuiper et de leur déplacement a conduit à une nouvelle étude passionnante, la recherche de la planète 9. Cette planète mystérieuse aurait quand même la taille de Neptune. Certains astronomes pensent qu'elle existe et que c'est à cause d'elle que certains corps de notre ceinture auraient une orbite particulière. Elle serait liée à l'influence gravitationnelle d'une planète. Les recherches sont en cours, mais aucune mission spatiale n'est prévue pour le moment. La seule sonde qui a étudié de près la ceinture de Kuiper est New Horizon, qui a survolé Pluton en 2015, après 9 ans de voyage et exploré Arrokoth en 2019. Arrokoth est devenu le corps le plus éloigné du système solaire, exploré par un engin spatial. Je t'ai parlé de comètes à longue durée et à courte durée. Mais qu'est-ce qu'une comète exactement ? Une comète est un corps plus ou moins sphérique, qui peut atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Il est constitué de glace et de poussière. Son nom, qui signifie « queue », vient du grec « coma ». Lorsqu'elle s'approche du Soleil, une partie de sa matière se sublime, ce qui signifie que l'eau glacée devient gazeuse. L'astre développe alors une traînée de gaz longue de plusieurs millions de kilomètres. Cette matière réfléchit la lumière du Soleil et devient ainsi visible depuis la Terre. Les comètes ont été repérées dès l'Antiquité. Elles apparaissent sur des tableaux et des gravures. Près de 4000 comètes ont été découvertes à ce jour. Elles se sont formées avec le système solaire, dans ces régions froides, il y a 4,6 milliards d'années. Comme nous venons de le voir, elles se forment à deux endroits, le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper. Il existe deux sortes de comètes. Les comètes à courte période, dites périodiques, provenant de la ceinture de Kuiper. Leur période est de moins de 200 ans. Elles passent régulièrement près du Soleil, mais perdent une partie de leur masse lors de chaque passage et finissent par s'éteindre, faute de matière à sublimer. Les comètes à longue période, plus de 200 ans, provenant du nuage de Oort.
Elles ne passent qu'une fois près du Soleil. On dit qu'elles sont non périodiques. L'espérance de vie des comètes périodiques est très courte. Mais alors, comment peut-il encore y en avoir après 4,6 milliards d'années? Simplement car des comètes à longue durée deviennent parfois des comètes à courte durée, lorsqu'elles passent à proximité d'une planète. Leur trajectoire peut alors être modifiée et aboutir à une orbite elliptique. Les comètes ont des périodes d'activité cyclique, puisqu'elles suivent une orbite. Elles prennent des années à accomplir leur révolution orbitale. Grâce aux calculs des astronomes, nous pouvons en apercevoir de temps en temps. Nous savons quand elles passeront. Une des comètes les plus célèbres est la comète de Halley, qui a un cycle de 76 ans. Ce cycle avait déjà été repéré en 1705 par l'Anglais Edmond Halley. Le noyau de cette comète, de forme irrégulière, mesure 16 km de long et 8 de large. Sa queue peut se dérouler sur quelques 50 millions de kilomètres. À sa surface, on peut distinguer des collines, des vallées et des cratères, desquels s'échappent des gaz et des poussières qui alimentent la chevelure et la queue. Son dernier passage remonte à 1986. Elle sera donc à nouveau visible en 2061. Elle a atteint son aphélie, c'est-à-dire le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, en décembre 2023. Elle a donc entamé son voyage retour dans notre direction. Halley est également la première comète à avoir été approchée par des sondes. Les sondes spatiales soviétiques Vega 1 et 2 qui croisèrent son noyau à moins de 9000 km, puis la sonde européenne Giotto qui s'approcha à moins de 600 km. En avril 2024, tu as pu peut-être apercevoir une autre comète, la comète Mère des Dragons, appelée aussi comète du diable. Le meilleur jour pour la voir était le 21 avril, puisqu'elle atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Elle est de retour après un voyage de 71 ans. Une paire de jumelles ou un petit télescope suffiront pour la voir. Son surnom vient du fait qu'elle expulse périodiquement le contenu de son noyau glacé dans l'espace, ce qui accroît son éclat. Sa composition mêlant glace, poussière et roche fait qu'elle présente une tête couleur émeraude, due à la présence de molécules de carbone diatomiques et à la lumière du Soleil. Des sortes de cornes sont apparues à sa surface à la suite d'une éruption en 2023. On l'appelle donc aussi comète du diable. Elle fait partie des 10 plus grosses comètes connues à ce jour. En 1811, un astronome amateur repère la comète C/1811F1 qui a été visible pendant 9 mois. Mais la comète Hale-Bopp détient le record de la plus longue période de visibilité, avec 18 mois, entre 1996 et 1997. Avant de continuer notre voyage, sache que les pluies d'étoiles filantes auxquelles nous assistons régulièrement sont dues au croisement de la Terre avec un corps rocheux. Tu as donc compris que les étoiles filantes n'étaient pas des étoiles. On les appelle aussi météores. Ces phénomènes lumineux se produisent lorsque des particules de poussière issues d'une comète ou d'un astéroïde entrent en collision avec l'atmosphère de la Terre. Ces poussières pénètrent à très grande vitesse dans l'atmosphère, entre 15 et 70 km par seconde. Elles s'enflamment sous l'effet du frottement avec l'air, qui provoque leur ionisation et leur incandescence. Mère des Dragons, dont je viens de te parler, est à l'origine d'une pluie d'étoiles filantes annuelles, les Kappa Draconides, que l'on peut voir de mi-novembre à mi-décembre. Puisque nous avons évoqué les astéroïdes, laisse-moi t'expliquer ce qu'ils sont.
Ce sont eux aussi des débris de la formation du système solaire, mais ils se situent principalement entre Mars et Jupiter, dans la ceinture principale. Leur composition diffère de celle des comètes. On dit un peu simplement que ce sont des corps morts, sans glace. Ils sont classés selon 3 types de familles. Les carbonés, qui sont les plus nombreux, les silicates et les métalliques. Les astronomes en ont identifié plus d'1 million, qui font plus d'1 kilomètre de diamètre. Certains astéroïdes sortent de leur zone géographique habituelle. Ce sont des géocroiseurs. Ils sont déviés de leur trajectoire et peuvent croiser l'orbite de planètes comme la Terre. Chaque année, 27 500 astéroïdes passent à proximité de la Terre. La NASA les surveille attentivement. Les scientifiques les étudient avec grand intérêt, toujours dans le but de comprendre la naissance du système solaire. Mais les météorites aussi passent près de la Terre. Alors, quelle différence y a-t-il entre une météorite et un astéroïde? Une météorite est beaucoup plus petite qu'un astéroïde ou qu'une comète. Et surtout, certaines sont parvenues à atterrir sur Terre. 90 météorites seraient tombées en France ces 500 dernières années. Une météorite a l'apparence d'une roche calcinée noire, à la surface lisse et aux angles saillants. Elle est aussi plus lourde qu'une pierre classique. Nous approchons déjà de la fin de notre voyage. Nous avons rencontré plusieurs objets célestes, certains constitués de matière dure, d'autres plus gazeux. Un autre phénomène interpelle les chercheurs, les rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Un rayon cosmique est une particule chargée, très rapide, provenant du milieu interstellaire. Ces particules sont surtout des protons à 85%, des noyaux d'hélium à 14%, des électrons et d'autres noyaux atomiques qui proviennent du cosmos, de l'espace et même du Soleil. Leur énergie est habituellement de 1 GeV, c'est-à-dire l'énergie qu'aurait un électron accéléré par une tension électrique de 1 milliard de volts. La Terre est constamment bombardée par un rayonnement venu du cosmos, mais certains rayons exceptionnels méritent notre attention. L'énergie de certains rayons atteint parfois jusqu'à 10 puissance 11 GeV. Cela ne t'évoque peut-être rien, mais c'est absolument énorme. Ces rayons représentent une véritable énigme pour les astronomes. Ces rayons à très haute énergie sont très rares, seulement quelques événements par kilomètre carré et par siècle, et quelques dizaines d'observations dans le monde en 60 ans. En théorie, de tels rayons, supposés être des protons, devraient être freinés dans leur course par le gaz de photons très diffus qui forme le fameux rayonnement cosmique. C'est un peu compliqué. En bref, ils ne devraient pas atteindre notre atmosphère. Et pourtant, ils sont bien là. Prenons un exemple. En 2021, un rayon cosmique de très haute énergie a été détecté à un niveau rarement atteint. Cela s'est passé dans le désert de l'Utah. Ce rayon, appelé Amaterasu, était le 2e rayon cosmique le plus doté en énergie jamais enregistré depuis Oh My God en 1991. Le télescope Array aux États-Unis détecte ces rayons, ainsi qu'un observatoire en Argentine. Les chercheurs de ces 2 observatoires ne sont pas d'accord sur la mesure exacte de leur énergie. La composition d'Amaterasu ainsi que son origine restent en mystère. Les particules chargées sont déviées par le champ magnétique de notre galaxie. Nous avons donc un doute sur leur direction d'arrivée.
certains pensent que la matière accrétée par des trous noirs massifs au centre des galaxies formerait des jets de matière à très grande vitesse, qui produiraient des rayons cosmiques. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur ces mystérieux rayons. Pour cela, les chercheurs ont besoin de construire de nouveaux instruments, plus perfectionnés encore. Un défi passionnant pour la communauté scientifique. En attendant, rassure-toi, ces rayons ne sont pas dangereux pour nous, tant que nous restons sur Terre. L'atmosphère et le champ magnétique terrestre nous protègent de la plupart des rayons provenant de l'espace. Avant de terminer notre voyage, arrêtons-nous quelques instants sur des phénomènes découverts récemment. L'Agence spatiale européenne, grâce au télescope spatial Khéops, a détecté un phénomène semblable à un arc-en-ciel sur l'exoplanète WASP-76b, située à 640 années-lumière. C'est la première fois qu'un tel phénomène est observé en dehors de notre système solaire. Cette sphère lumineuse aux couleurs chatoyantes est appelée gloire. Elle est causée par la lumière de l'étoile haute, réfléchie par des nuages de fer qui dégoulinent en pluie de fer. Cette découverte, toute récente, reste cependant à confirmer. En juin 2021, des astronomes britanniques ont découvert un arc géant qui s'étend sur environ 7% de l'univers observable. En début d'année, les mêmes chercheurs ont repéré une deuxième structure géante, The Big Ring in the Sky. Ces deux structures se situent dans le même voisinage cosmologique et demeurent inexplicables. De tels phénomènes sont incompatibles avec le modèle cosmologique existant. Ils dépassent la limite de taille considérée comme viable, selon nos modèles habituels. Cette limite se situe à 1,2 milliard d'années-lumière, alors que l'arc géant s'étend sur près de 3,3 milliards d'années-lumière. Le grand anneau s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Sa taille apparente depuis la Terre équivaut à 15 fois celle de la Lune. Les scientifiques s'interrogent sur les forces et les conditions qui ont pu mener à une telle structure. Car notre anneau n'en est pas vraiment un. Il ressemble plutôt à une spirale, ce qui est plutôt rare. Ces deux découvertes posent un double défi aux chercheurs. Ils seront peut-être obligés de reconsidérer les modèles cosmologiques actuels, en particulier ceux concernant la formation et l'évolution des structures à grande échelle dans l'univers. Le grand anneau pourrait être le résultat de processus encore inconnus ou mal compris. En 2017, des astronomes ont découvert un autre objet mystérieux, ressemblant à un caillou long de 150 mètres et large de 100. Surnommé Oumuamua en hawaïen, ce qui signifie messager, il a été la source de nombreux débats. Premier objet interstellaire à traverser notre système solaire, personne n'était d'accord sur sa véritable nature. Astéroïde, comète ou même fragment d'exoplanète. Contrairement à la plupart des comètes, Oumuamua ne possède ni chevelure brillante ni queue de poussière brillante. Le curieux visiteur se démarquait également par sa brillance et une grande variation de luminosité. On avait l'impression de voir un objet métallique reflétant la lumière. Plus étrange encore, après avoir tourné autour du Soleil, il a accéléré et s'est écarté de la trajectoire prévue. Selon l'explication la plus probable, ce serait de l'hydrogène piégé à l'intérieur de l'objet qui aurait servi de propulseur. Celui-ci aurait été libéré par la chaleur du Soleil. Pour l'instant, on le qualifie de comète. L'absence de queue serait due à sa petite taille.
Des observations prévues en 2025 sur les petites comètes devraient permettre d'en savoir plus. Nous aurons voyagé dans notre système solaire, mais aussi au-delà, avec les exoplanètes. Nous avons traversé des objets qui restent sur leur orbite, d'autres qui filent à travers l'espace. Certains très gros, d'autres tout petits. Certains très denses, d'autres très clairs. La recherche de nouveaux corps célestes est sans fin. De quoi laisser rêveurs encore plusieurs générations d'astronomes et de passionnés de l'espace.